bonjour à tous. Vous l'avez peut-être lu dans la presse cette semaine, ce jeu des alliances qui se dessinent sur l'échiquier politique national à l'approche des échéances électorales, des coalitions et des plateformes se structurent autour de nouvelles figures pour déculper la force de l'opposition et impulser un électrochoc capable de mobiliser les Camerounais pour une alternance démocratique en 2018. Et l'on note également à ce sujet que la position et le destin du chairman du SDF ont cristallisé l'attention de la presse cette semaine. John Fundi n'a jamais fait face à une aussi grande volonté d'alternance au sein du principal parti de l'opposition. Va-t-il céder face à la pression des jeunes loups aux dents longues? Les journaux sont-ils allés vite en besogne sur le sort réservé au principal challenger de Paul Biya lors de la dernière élection présidentielle de 2011? L'une des certitudes de cette année 2018, c'est en tout cas ce débat inévitable sur la décentralisation et ce système de gouvernance capable d'améliorer le quotidien des Camerounais. 3 semaines après la promesse présidentielle, le gouvernement n'a donné aucun coup d'accélérateur à la décentralisation. Des blocages politiques et bien sûr des préalables juridiques pourraient contrarier la promesse présidentielle face à une crise anglophone de plus en plus violente. Dans un tel contexte sécuritaire, certains Camerounais prient chaque dimanche pour éviter de vivre ce que la Guinée équatoriale a essuyé il y a quelques semaines, une tentative de coup d'État. Cette vulnérabilité des États africains face aux coups de force militaires est inscrite sur le fil conducteur de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à cette émission consacrée à l'analyse des faits saillants évoqués dans la presse cette semaine. Avant de lever un coin de voile sur des experts de haut vol conviés sur le prestigieux plateau de droit de réponse, je reçois le chroniqueur du dimanche, Flavien Ndongo. Bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous les invités. Est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire sur ces analyses et ces faits évoqués dans la presse cette semaine? Bien entendu, nous commençons par la décentralisation et comme vous le savez depuis quelque temps, la presse ne rate pas l'occasion et avec notamment des experts de haut vol qui analysent la question et surtout que nous sommes en année électorale telle que le chef de l'État a annoncé. D'ailleurs, la nouvelle expression cette semaine a révélé qu'il n'y aura pas, en tout cas, le processus ne va pas aboutir donc en cette année 2018, parlant notamment de la décentralisation. Le quotidien privé du Carrefour Equinox à Douala a rencontré un expert, Barthélemy comme Tuente, expert consultant en décentralisation et développement durable, et donc aujourd'hui a révélé que l'effectivité même de la décentralisation n'est pas possible à cause notamment de nombreux préalables impossibles à régler en quelques mois seulement, notamment à la veille de quelques grands rendez-vous politiques, malgré les dérives ou tout au moins les instructions du chef de l'État, Paul Biya, sur cette question d'accélérer bien entendu le processus. Selon lui, il y a par exemple l'accélération du processus de la mise en place des conseils régionaux élus et bien entendu envie de parachever cette autre réalité prévue dans la Constitution de 1996. Par ailleurs, il y a bien entendu la question de transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées qui reste donc bloquée par certains départements ministériels. Sur cette même question de la décentralisation, le quotidien de l'économie fait savoir que c'est bien entendu à la présidence de la République que le dossier est donc bloqué, la stratégie qui doit pousser notamment le processus est bloqué notamment à la présidence de la République. Le rédacteur de l'article rappelle que c'est au cours du 3e trimestre de 2017 que le dossier a été donc déposé à Etoudi. Jusque-là, rien n'a été fait et le quotidien de l'économie de se demander si le chef de l'État, qui dit avoir donné des instructions pour l'accélération du processus de décentralisation, n'est pas au courant de ce que le dossier est donc bloqué à Etoudi. Notons que c'est depuis 1996 que le ton a été donné dans le cadre bien sûr du processus de décentralisation, mais jusque-là, rien n'a été fait, le processus reste donc bloqué et il va de manière méthodique, tel qu'avait laissé entendre le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Voilà du moins ce que la presse a réservé à ce sujet, qui est donc à la une donc, de cette édition de droit de réponse. Le deuxième sujet en tout cas de ce rendez-vous s'intéresse donc à la tentative de coup d'État en Guinée équatoriale.
Le journal essentiel nous apprend que c'est Paul Biya qui a sauvé Obiangema. C'est la une bien sûr du journal. Le rédacteur de l'article précise que le commando constitué d'une trentaine de mercenaires lourdement armés est parti donc pour la manœuvre s'apprêtait à franchir la frontière Cameroun-Guinée équatoriale à Kiossi lorsque les forces de défense camerounaises ont réussi donc à mettre la main sur l'un des hors-la-loi. En Guinée équatoriale, il se dit que la France et bien entendu l'un des officiers tchadiens serait donc à la manœuvre du coup d'État manqué. Le journal Jeune Afrique parle également de putsch déjoué donc en Guinée équatoriale et qu'une enquête a été ouverte pour comprendre les dessous même de l'opération Obiang. Selon bien entendu la presse, après le passage du président équateur-guinéen sur les antennes des médias étrangers, les autorités guinéennes donc parlent désormais de terrorisme international. Merci Flavien pour cette revue. Merci Flavien pour cette revue de presse dominicale. Sur droit de réponse ce dimanche, 4 panélistes croisent les arguments sur ces faits brûlants d'actualité. J'accueille sur ce plateau Barthélémy comme Chouente. Bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes expert en décentralisation, spécialiste des questions de bonne gouvernance. Vous avez publié un ouvrage sur les enjeux de la décentralisation et vous venez également de mener une étude sur le calendrier électoral 2018. Bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est avec plaisir que je vais partager cette réflexion avec les nombreux téléspectateurs de votre chaîne de télévision à qui j'adresse déjà mon bonjour et un bon dimanche. Également présent sur ce plateau, Alex Gustave Azebazé. Bonjour Alex. Bonjour Cédric, bonjour aux autres panélistes. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Messager. Présent également sur ce plateau, Maître Lavoisier Tsapi. Maître, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Avocat au barreau du Cameroun et cadre politique du SDF, le 4e panéliste et directeur de publication du journal régional Ouest Éco, Michel Pequois. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous ceux qui m'ont précédé. Je vais d'abord m'adresser à Alex Gustave Azebazé sur cette actualité concernant le chairman du SDF. Pourquoi l'avenir politique du président national du SDF a suscité tant d'analyses, tant de projections dans la presse cette semaine? Je ne sais pas si je suis assez qualifié pour répondre à la question telle que vous la livrez, parce que vous aurez remarqué que cette actualité dont vous parlez n'a fait l'objet d'aucune ouverture à la une du journal Le Messager, dont je suis le responsable éditorial. Et donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que l'expérience de la couverture des organisations politiques nous amène à, nous incite à beaucoup de prudence lorsque, au sortir d'une réunion des instances décisionnelles périodiques dans une organisation politique importante, et il y a des rumeurs, je préfère utiliser le terme rumeurs, il y a des rumeurs qui ne sont visiblement assumées par personne, ni par la communication officielle de l'organisation, ni même par des responsables d'un niveau important. Nous gardons de leur donner la prégnance que j'ai vue dans certaines publications qui, ma foi, me surprennent. Et vous aurez remarqué que avant la fin de la semaine, lorsque la direction de ce parti-là, du SDF, a finalement rendu public ses résolutions, ces questions qui semblaient, en début de semaine, avoir autant mobilisé. Et c'est quand même curieux que les médias qui ont le plus été mobilisés sur ces questions-là soient des médias qui sont souvent considérés comme étant des médias proches du parti au pouvoir. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là dire que oui, il est possible que des gens supputent sur des choses et d'autres, mais la règle en matière de couverture politique veut que un bon journaliste, avant d'affirmer une chose sur le sort d'un leader politique, s'entoure de garanties minimales. Je peux vous dire, alors où nous sommes sur ce plateau, que le président national du SDF, le président en fonction,
sera candidat à sa propre succession au prochain congrès. Donc la question de la candidature à la présidentielle n'est pour l'instant réglée par aucune instance du SDF. Ça, je comprends. Lavoisier Sappi nous en dira plus davantage à ce sujet. Vous avez lu la presse cette semaine, certains tabloïds ont annoncé la mise à l'écart de John Froundi, le chairman, lâché par les siens. Ce sont quelques titres à la une de certains tabloïds parus cette semaine au Cameroun. Que pensez-vous de ce traitement, de cette actualité parue dans certains journaux cette semaine? Eh bien, je vais appuyer l'analyse faite par Benjamin, par Alex Gustave, pour dire que la presse est allée très vite en besogne. Elle est allée très vite en besogne parce qu'elle a mal interprété ce qui s'est discuté au NEC. Il est vrai que lors de ces assises du SDF, certains militants ont présenté des propositions d'amendement des statuts du parti. Et vous savez, le comité exécutif national est là pour voir si ces propositions d'amendement sont de nature à fragiliser les statuts et donc le fonctionnement du parti, ou si ces propositions d'amendement sont de nature à consolider et à renforcer le fonctionnement du parti. Il a donc été notamment proposé qu'après John Froundi, je dis bien après John Froundi à la tête du parti, que le prochain président soit limité dans son mandat. 5 ans renouvelables une fois. C'est une proposition. Et comment se définit l'après-Froundi au sein du SDF? Il y a un calendrier, il y a non, une pas du tout. évocation, Pas du tout. Vous savez, chaque parti politique a son icône. Nelson Mandela est resté en prison 27 ans. Les militants de l'ANC l'ont gardé comme président de l'ANC, malgré le fait qu'il était en prison. C'était une icône pour ce parti. Froundi, à l'heure actuelle, représente encore une garantie de stabilité pour le SDF. Ce n'est pas parce que il y a une élection présidentielle en vue qu'il faut précipiter les choses. Et je pense que le départ de Froundi de la tête du SDF, si ce n'est pas bien préparé, bien pensé, risque plus de faire du mal au parti que de lui faire du bien. Et je pense que même après son départ, son successeur, si Froundi ne le soutient pas, ne pourrait pas faire grand-chose. Donc Froundi représente encore beaucoup pour le SDF. Il y a une série de propositions d'amendements qui ont été présentées par la base. Nous les avons discutées, mais nous avons renvoyé le débat au NEC du 9 février. Donc le 9 février, le comité exécutif national va se prononcer définitivement sur ces propositions qui incluent la création d'un poste d'honneur pour le président actuel du SDF, un poste d'honneur du président du SDF, qui inclut, entre autres, le vote d'une pension de retraite pour John Froundi, etc. C'est des propositions qui seront encore réanalysées le 9 février, au prochain NEC du 9 février, avant le congrès qui a lieu le 22 février. Et nous ne sommes pas sûrs que ce que le NEC envoie au congrès passera, parce que le congrès, c'est plus de 2500 délégués. Le NEC, c'est une cinquantaine de personnes. Donc justement, vous confirmez au moins que durant le NEC qui s'est tenu il y a quelques jours à Bamenda, il y a eu des discussions sur l'avenir politique du chairman John Froundi à la tête de ce parti, avec des propositions visant à préparer sa sortie, si on vous comprend bien. Oui, ces propositions-là visent à lui aménager pour la retraite uniquement. Pour la retraite uniquement, à ce que quand il ne sera plus président du SDF, qu'il ne puisse pas trop souffrir dans sa vie privée. Et ensuite, c'est plus pour le bon fonctionnement du SDF, pour l'avenir. À savoir que si un président national du SDF ne doit plus faire plus de 10 ans, on est sûr qu'il y aura l'alternance régulière à la tête du parti et qu'il n'y aura plus de dynamisme. Mais pour le moment, oui, j'insiste, pour dire qu'il n'a pas été question de débarquer Froundi au cours de cette réunion du NEC. Et d'ailleurs, il n'appartient pas au NEC de le débarquer, c'est un élu du Congrès. Il n'y a que le Congrès merci. Pour le Après débarquer. ces précisions de Lavoisier s'appuie sur l'avenir politique du chairman du SDF, Michel Pecquois, vous
Comment vous réagissez face à cet empressement de la presse à évoquer une sortie du chairman du SDF dans ce sillage, dans ces perspectives des échéances électorales? Je tiens d'abord à préciser que la presse n'a pas accès aux travaux du NEC. Nous qui couvrons les activités du SDF depuis des dizaines d'années, la presse n'a pas accès à ces travaux-là. Et si ce genre de débat atterrit dans les salles de rédaction, vous comprenez très bien que c'est dans l'intérêt des officines du SDF de créer le buzz autour d'une activité comme celle-là. Parce que, et ça j'emprunte ton thème, il y a des jeunes lourds dans l'ombre qui seraient pressés peut-être d'être calife à la place du calife. Et partant de là, ils ont monté tout un scénario au thème d'un débat, parce que nous, on n'a pas parlé de ça à Westeco, ça c'est évident, mais on a eu des informations beaucoup plus précises selon lesquelles le chairman lui-même avait accepté de partir sous la pression de ses enfants. Vous voyez jusqu'où on peut aller pour légitimer une espèce, pour justifier une position qui serait celle-là. Mais de mon point de vue, je suis d'accord avec Alex Gustave, je suis d'accord avec Maître Tsapi, parce que les statuts du SDF, je les connais aussi très bien comme journaliste. Je parle du SDF depuis une vingtaine d'années. Je peux le dire à 99,99% que non seulement le chairman va rester comme président du SDF, mais vraisemblablement il sera le candidat du SDF à l'élection présidentielle qui arrive. Et donc les supplications qui ont lieu montrent tout simplement, sont des constructions d'une stratégie. On a bien compris que dans l'opinion, il y a un danger à montrer qu'on n'est pas favorable à une dynamique de rassemblement de l'opposition, on en parlera tout à l'heure. Donc le SDF n'a pas intérêt en ce moment de montrer qu'il va être contre cette dynamique-là et qu'ils ont un challenger qui est bien fourni, dont on peut passer par ailleurs qui ne serait pas candidat. Donc il y a des schémas qui sont des ballons d'essai qui sont lancés dans l'opinion, mais la constance est là. L'âge des artères ne ment pas. Après un certain nombre d'années, il est question évidemment que le SDF soit obligé de réfléchir, parce que ça au moins c'est le point fort de ce parti. Quand les débats sont engagés, ils ne sont pas tabous. C'est l'aboutissement du débat qui va s'arrêter en chemin. Mais on peut débattre d'un certain nombre de choses au SDF. Et la question de l'usure, parce que ce n'est même pas le débat, c'est l'usure de la figure emblématique du SDF qui pose problème en ce moment. Mais nous sommes en période préélectorale. Il y a une sorte de bipolarisation durant les échéances électorales avec deux personnalités majeures sur l'échiquier politique. Le chef de l'État, Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle, et John Froundi, toujours candidat du principal parti de l'opposition. Et là, je me tourne vers vous, Barthélémy Koch, sur cette situation concernant le SDF. Est-ce que cette bipolarisation ne crée pas une certaine lassitude sur les Camerounais qui ont soif d'alternance à tous les étages de la société? Oui, laissez-moi d'abord situer un peu pour les téléspectateurs les enjeux pour les partis politiques qui doivent se battre au quotidien pour améliorer, pour les citoyens. Parce que la presse, évidemment, a titré cette semaine sur la probable démission de John Froundi de la tête du SDF. Mais je dois dire que le SDF, c'est un parti parmi 300 partis politiques au Cameroun. Et le SDF est bien sûr le parti leader du Cameroun. Mais qu'est-ce que les populations attendent des politiques? Parce que quand on fait la politique, la Constitution, l'article 3, dit tout simplement, autorise uniquement les partis politiques à aller au suffrage universel. Alors, est-ce que ces populations s'organisent vraiment pour aller satisfaire les besoins des populations, ou bien les gens se focalisent trop sur des luttes personnelles? Moi, à mon avis, je pense que les Camerounais aujourd'hui vraiment aspirent à une vie décente. Les Camerounais veulent voir leur situation s'améliorer et les Camerounais attachent peu d'importance aux querelles partisanes. Donc je pense que ce soit le parti au pouvoir ou le premier parti de l'opposition, ces hommes politiques devraient être animés par le souci non seulement d'éduquer ces populations, mais en plus, une fois qu'ils sont aux affaires,
que ce soit à travers les conseils municipaux, ou à l'Assemblée, ou au sommet de l'État, d'apporter vraiment un espoir à toutes ces populations qui croulent sur le poids de la pauvreté. Parce que les élections sont un temps fort dans le processus démocratique. Elles sont considérées comme le seul moyen légitime d'accession au pouvoir et de représentation de la population. Mais justement, mais avant ces élections législatives, municipales, présidentielles, il y a des primaires au sein des différentes formations politiques et des populations, ils sont soit sympathisantes de ces partis, soit des militantes, et elles expriment parfois une volonté de renouvellement du leadership politique. Alex Gustave, le messager, dit être à l'écoute du peuple. Est-ce qu'il n'y a pas cette volonté qui émane des Camerounais de voir le leadership politique se renouveler dans le sillage de ces élections? Je vais être extrêmement clair. Le messager est à l'écoute du peuple. C'est même l'un de ses slogans. Nous en avons deux. Et on a du caractère, on l'affiche. C'est pour ça qu'on nous étiquette d'être un journal d'opposition, simplement parce que nous affichons notre caractère en toutes choses. Deuxièmement, nous sommes à l'écoute du peuple. Mais être à l'écoute du peuple n'est pas accompagné des fictions. Je l'ai dit et j'ai insisté là-dessus. Pourquoi? En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, nous assumons la ligne selon laquelle, sur un certain nombre de questions, nous n'en mettons sur la place publique que lorsque nous avons suffisamment d'éléments qui sont susceptibles d'orienter la décision de la population. Évidemment, il y a un courant extrêmement fort, je dis bien fort, au sein de l'opinion aujourd'hui, en termes d'alternance. D'ailleurs, le messager est engagé pour l'alternance dans ce pays. Nous ne nous engageons pas quand on le dit. C'est-à-dire, parce que nous considérons que le renouvellement dans les sociétés, notamment dans les sociétés où des intérêts multiples se croisent, est un facteur de, non seulement de développement, mais d'optimisation du potentiel de ceux qui ne sont pas encore usés. Et Michel l'a dit tout à l'heure, s'il y a un débat aujourd'hui au SDF, c'est moins par rapport à la légitimité de Froundi que de l'usure, que sa présence pendant longtemps à la tête de cette organisation-là. Et c'est le même débat au sein du parti au pouvoir, mais qui est interdit, parce qu'au sein du parti au pouvoir, ce débat est interdit, mais dans le SDF, il est autorisé. Il a lieu, mais aucune décision n'est prise. Je vous ai entendu tout à l'heure dire, et c'est important de faire la mise. Vous avez dit que Froundi est candidat à l'élection présidentielle. Au SDF, non, j'en viens. Je vous en prie, allez-y. Au SDF, je parle sous le contrôle du conseiller légal juridique du comité exécutif du NEC, qui est Maître Chapi. Au SDF, on ne présume pas de la candidature de qui que ce soit. Au SDF, c'est les circonscriptions locales de la cellule au département, à la province, qui mandatent à travers ce que certains appellent les primaires. Mais il y a primaires seulement à des postes quand il y a deux candidats. Quand il n'y a pas deux candidats, il n'y a pas de primaire. On passe au vote. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que tel est le candidat du SDF à l'élection de 2018. Michel a dit, il pense au regard de l'expérience de la couverture, que ce pourrait être le même, c'est-à-dire le président national actuel. Mais moi, j'infine que là où il y a une certitude, à l'heure où nous parlons, parce qu'il a mis sa candidature hier pour la présidence nationale lors de la conférence régionale du Sud-Ouest, et il est d'ailleurs le seul candidat. Pour la présidence. Donc, chaque fois qu'un candidat est issu de cette région-là, et c'est tout, et c'est tout à fait normal, il a de très fortes chances d'être élu, en plus quand c'est le président, c'est leur président comme son conseil juridique l'a dit, il est un peu aujourd'hui comme l'élément stabilisateur de ce parti-là. Mais quand j'ai fini de dire ça, ça ne veut pas dire que dans ce parti-là, les gens ne réfléchissent pas à l'avenir. Et l'avenir immédiat risque d'être cette présidentielle. Parce qu'avec ce que vous avez appelé tout à l'heure, les nouvelles forces, ils ont conscience là-dedans que leurs chances peuvent être réduites à peau de chagrin s'ils ne proposent pas pour l'élection présidentielle, je dis bien pour l'élection présidentielle, mais non pour la tête du parti, une
candidature, qui, à tout le moins, rompt avec le passé qui n'a pas été fait de victoire. Voilà un tout petit peu la philosophie, et en discutant avec un ensemble de cadres, un ensemble de dirigeants de ce parti-là, Justement, ce que j'ai compris jusqu'ici. Dans cette perspective de la présidentielle 2018, la nouvelle expression estime que la candidature de John Fundi à l'élection présidentielle, si elle venait à être confirmée, viendrait légitimer la candidature non officielle de Paul Biya. Pour ce journal, le régime a peur d'affronter un nouveau leadership de l'opposition au sein du SDF. Lavoisier Sapi, est-ce que vous partagez cet avis? Une candidature de John Fundi viendrait légitimer celle de Paul Biya à la présidentielle 2018? Non, je pense que on fausse un peu le débat. En matière d'élection au Cameroun, je ne sais pas pourquoi on passe outre le perfectionnement du code électoral pour s'accrocher au candidat. Vous pouvez avoir un candidat unique de l'opposition qui échoue face à Paul Biya si on maintient les conditions d'élection actuelles. Moi, je pense que les leaders politiques feraient mieux de lutter pour une élection présidentielle à 2 tours. Ferait mieux de lutter pour l'adoption du bulletin unique aux élections. Ferait mieux de lutter pour la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante. Pour la dépolitisation de l'administration publique de notre pays. Il y a des choses que, lorsqu'on en tient compte, sincèrement, le leader politique de l'opposition n'a aucune chance. Cela étant, je pense que la candidature de Fundi, comme certains le disent, n'est pas acquise. Elle n'est pas acquise, pourquoi? Parce que déjà, lorsqu'on se réfère au statut du parti, les statuts du parti disent qu'à l'article 12.4, c'est le congrès du SDF qui désigne le candidat à l'élection du parti. Tant qu'il n'y a pas de congrès, on ne sait pas qui va être candidat. Le congrès extraordinaire, il faut préciser. Un congrès extraordinaire. Donc, dans l'année de la présidentielle, le SDF tient un congrès extraordinaire pour désigner son candidat à l'élection présidentielle. Bon, je voudrais quand même souligner qu'en 2011, la candidature du président national John Fundi n'est pas passée par le Congrès. Elle n'est pas passée par le Congrès parce que il y avait un vent très fort pour que nous présentons un autre candidat que Fundi. Les débats étaient très animés. Le président national avait même été approché par certains patriarches pour lui demander de laisser un autre se présenter. Et c'est pour ça que dans toutes ces discussions, le temps a passé, on n'a plus eu le temps de convoquer un nouveau congrès. Mais lorsque le comité exécutif national a finalement investi le président John Fundi, lui-même il a dit qu'il pense que ceci peut être sa dernière chance à une élection présidentielle. Ça, c'était une déclaration de 2011. Est-ce qu'entre-temps, Fundi a changé d'avis? On ne peut pas le dire maintenant. Il faut attendre à l'approche du congrès. Pensez-vous que sa candidature, parce que pour si elle être venait à être candidat, actée, attendez. est-ce qu'elle pourrait légitimer celle de Paul Biya? Non, pour être candidat, je n'avais pas fini, pour être candidat, il faut déjà être soutenu par 6 régions sur 10. Et il faut présenter un minimum de 60 signatures, donc 10 par région. Si Fundi fait circuler les fiches de candidature, ça veut dire qu'il va être candidat à l'élection présidentielle. Mais je voudrais partager les opinions émises par mes copanélistes pour dire qu'il y a un vent très fort pour le changement. Et notamment, l'effervescence qu'on a vue dans la presse cette semaine traduit cette volonté très forte dans l'opinion, et une opinion qui est de plus en plus jeune, de voir d'autres figures que celles que nous avons présentées avant. Et au sein du SDF, ce vent aussi se manifeste? Oui, ce vent se manifeste. En 2011, il y a des gens qui étaient prêts à se présenter si Fundi n'était pas candidat. On avait des candidats. Et vous savez, si l'élection présidentielle se précise, je pense que le président national, John Fundi, a un rôle déterminant à jouer dans la désignation du candidat du SDF. Si ce n'est pas lui, il faut que ce soit un candidat qui soutient. Réaction, Michel, et pour que ce candidat soit crédible et qu'il bénéficie du SDF, qui reconnaissent qu'il y a un vent, une volonté manifeste de renouvellement du leadership politique, mais personne n'ose se placer en face du chairman. Je crois qu'avec l'expérience qui est la mienne, je ne sais pas si je suis un mauvais oracle,
Mais j'ai l'impression que la position de Maître Tsapi, qui n'est pas très étrangère à ces positions progressistes depuis un certain nombre d'années dans le SIF, je ne suis pas certain que ces positions-là sont partagées par ceux qui sont véritablement aux manettes dans le SIF. Le noyau dur. Le noyau dur, parce qu'ils ont l'impression qu'il peut y avoir une évolution dans le sens d'un passage de témoins. Moi, je suis moins sceptique, je suis beaucoup plus sceptique par Donc, rapport en clair, il y a des conservateurs et des progressistes qui s'affrontent. Exactement, et je crois que les conservateurs ont le vent en poupe en ce moment au sein du SDF par rapport à ceux qui sont beaucoup plus favorables à un changement de cheval de base. Parce que dans le cas d'espèce, le chairman est le cheval de base du SDF. Il est celui qui garantit, comme il a pu utiliser son thème, le maximum de stabilité pour ce parti-là. Mais reste qu'on a un défi qui est celui de l'alternance. Le SDF, malheureusement, quand on regarde les résultats des élections présidentielles de 92 à 97, le SDF avait boycotté, 92, 2004, 2011, c'est vraiment une pente, c'est un train de décroissance qu'il faut pouvoir analyser. L'idéal aurait été qu'on pense à changer de cheval de base. Mais nous sommes d'accord que nous sommes dans un environnement où la longévité de Paul Biya, parce que vous avez fait allusion à ça, justifie un certain nombre de pesanteurs au sein des partis politiques assez représentatifs. Ici, je vais faire juste le constat que la plupart des partis politiques représentatifs au Cameroun ont la même stabilité à leur sommet. Donc, quand vous prenez les plus grands partis, à l'exception peut-être d'un seul dont on parle moins, ou bien quand on en parle, c'est pour relever sa dimension chaotique. Je vais citer par exemple l'Union des populations du Cameroun, qui depuis 1992 a déjà changé de leader plus de 4 fois. On ne vend pas suffisamment ce désir d'alternance qui se manifeste dans ce parti, mais on voit autre chose. Là où justement dans les partis qui sont les plus stables, on a les mêmes dirigeants depuis 25 ans, et ça crée au sein de l'opinion cette impression que rien ne peut changer. Il y a cette lassitude qui fait que les populations sont découragées par les élections. Justement, un nouveau leadership politique se structure depuis quelques mois. Mais je voudrais dire à Michel plateforme que et alliance, je vous en prie. Je voudrais dire à Michel que le chairman John Frundi est à l'écoute de la population. Il ne vit pas hors du Cameroun. Ce vent qui souffle, il est au courant. L'opinion publique, il est au courant. Et je crois que le chairman a démontré, depuis qu'il tient le SDF et depuis qu'il mène les actions, qu'il aime le Cameroun et qu'il voudrait lui aussi voir le changement arriver à la tête de notre pays. Donc ne croyez pas que le chairman est là pour s'accrocher, comme j'ai lu dans les presses, qu'il est là pour favoriser que Biya gagne les élections, il est là pour favoriser que Biya gagne les élections. Il n'a aucun intérêt à ça. Et je suis sûr que le chairman prendra en compte l'intérêt suprême du sacrifice qu'il a toujours mené depuis 1990 pour ce pays. Barthélémy, Quand est-ce qui concerne l'élection présidentielle? Réaction sur cette dimension des leaders politiques qui font face à ce vent, cette volonté de renouvellement du leadership, avec ces nouvelles forces qui, bien sûr, naissent chaque jour et suscitent déjà une certaine adhésion auprès de l'opinion. Présente certes de nombreux enjeux, mais ce que je dois dire, c'est que ce renouvellement peut s'avérer même nécessaire dans la plupart des cas. Mais est-ce que ces enjeux sont vus sur le même prisme, tant on se trouve du côté des hommes politiques que du côté de la population? Parce que dans les chapelles politiques, ces enjeux se traduisent beaucoup plus, d'après moi, en termes de positionnement pour acquérir un nouveau leadership. Alors que la population en face, elle aussi aspire au renouvellement dans les classes politiques. Parce que pour les populations, ce serait une occasion que les nouveaux acteurs voient les choses autrement, qui préservent l'intérêt général et qu'ils s'occupent d'une bonne gestion de la chose publique. Donc ce débat qui se focalise dans les partis politiques doit prendre en compte le sentiment de toutes ces populations. Qu'est-ce que les populations ont besoin? Elles ont besoin d'avoir une vie décente. Les populations ont besoin de voir leurs conditions de vie s'améliorer.
Et je l'ai dit tout à l'heure, les populations attachent peu d'importance aux querelles partisanes. Donc aux hommes politiques, vraiment d'en prendre conscience, d'être lucides et d'engager à fond des réflexions sur les stratégies politiques qui comptent mettre en œuvre pour satisfaire ces besoins des populations. Justement, à ce sujet, Alex Gustave, ce renouvellement du leadership politique, cette nouvelle figure que l'on observe autour de plateformes qui se structurent, peuvent-elles mobiliser, susciter une adhésion massive des Camerounais vers une nouvelle vision? Je suis toujours embarrassé de, comment je vais dire, autour de la notion de cette tendance à vouloir mettre en opposition l'expérience, j'allais dire l'âge et en politique. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que parce qu'on est plus jeune, on a plus de capacité politique que ceux qui sont âgés. A contrario, on peut être âgé et être jeune d'un point de vue politique, c'est-à-dire d'un point de vue partisan. Moi, je connais des candidats je connais des personnalités qui, même à 50 ans, n'ont jamais fait de la politique politicienne. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais adhéré à un parti politique, n'ont jamais appartenu à un appareil où on gère les intrigues dont relève à juste propos mon frère Com. Mais quand j'ai fini de dire ça, je considère que la nouveauté n'est pas liée à l'âge. Parce qu'il y a un débat malsain qui tend à s'installer. Heureusement que c'est beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux qu'ailleurs. Qui laisse croire que le bon candidat ou la bonne personne pour porter les aspirations de la population camerounaise qui rêve d'un pays intégré dans la compétition internationale doit être quelqu'un qui a peut-être 20 ans, ou 21 ans, ou 22 ans, ou en tout cas, moi j'entends souvent des gens parler de Macron, mais sauf que les gens oublient que c'est des gens qui évoluent dans un contexte où il y a un ensemble de structures qui sont mises en place, qui ont permis aux gens, aux uns aux autres, d'accéder à un certain nombre de fonctions publiques assez jeunes. Or, ici chez nous, on arrive à des fonctions publiques, quelquefois, quand je parle de fonctions publiques, je ne parle pas de la fonction publique étatique, je parle des fonctions d'acteurs publics. Leader d'un syndicat, leader d'une association, leader d'un parti politique, leader d'une organisation professionnelle, leader de... C'est cela les fonctions publiques, c'est-à-dire qui forment à la responsabilité, à la négociation, à la gestion des intérêts collectifs ou communs. Or, on a mis dans la tête des Camerounais, et c'est ce qui est à dénoncer, que pour être un dirigeant politique, il faut avoir évolué dans le moule de l'administration. Tout le monde voit où l'administration publique camerounaise a mis le pays. Et si j'avais à choisir ou à conseiller un choix, je dirais, mais peut-être qu'il faut commencer à essayer de faire confiance aux gens qui n'ont pas fait toute leur carrière dans l'administration camerounaise. Parce que le résultat que nous vivons de la technocratie administrative me semble le résultat relativement mauvais, ou en tout cas globalement mauvais, est parfois lié à cette tendance à ne fonctionner que pour soi. C'est-à-dire que collecter, rassembler, le débat que tout à l'heure on en parlera sur la décentralisation. Mais pourquoi elle coince? Elle coince parce que l'administration camerounaise considère qu'elle ne partage rien avec personne. Nous y reviendrons, Alex Et donc, Gustave Azebasi. et donc je conclus sur ce point en disant, en revenant à un lien que vous avez fait, partant du titre de notre excellent confrère de la Nouvelle Expression, en faisant croire que si Froundi n'est pas candidat, bien ne serait pas candidat. Moi, je crois qu'il faut enlever ça de votre tête. C'est pas lié. Ça n'a aucun lien. Et je pense que ceux qui, oui, dans le cadre des pressions, des manœuvres de coulisses, les gens peuvent faire écrire ça à la presse, mais ça n'a aucun lien. La décision de Biya d'être candidat pour le RDPC ou pour la galaxie au pouvoir, mais il n'y a aucune autre chose que sa position comme pôle fédérateur de tous ces groupes
qui ont pris le pays dans une sorte de... Dans une sorte de contexte. Je n'utilise pas le même terme. Justement, face à ce régime RDPC, il y a des coalitions et des plateformes qui se structurent autour de nouvelles figures politiques. Est-ce que ces alliances peuvent réussir là où d'autres coalitions avaient échoué? Michel Pecquois, vous qui avez vécu cette période des années 90, ces essais entre les anciens leaders, du moins les leaders politiques en 97, en 2004, est-ce que ces nouvelles alliances qui naissent et qui se dessinent depuis quelques semaines peuvent-elles réussir? Non, je crois qu'on est encore en plein dans la diversion. Il faut être suffisamment lucide pour comprendre que ces alliances n'ont qu'un effet médiatique pour le moment. Pourquoi est-ce qu'un parti comme le SDF, qui est le premier parti de l'opposition, déciderait par exemple de ne pas présenter un candidat qui a fait ses preuves au profit de quelqu'un qui est arrivé en dernière minute et dont on dit qu'il détient une assez secrète. Et sa seule présence au départ amènerait le changement à être débloqué. Je ne crois pas. Donc, cependant, il y a un appel fort au sein de l'opinion pour une dynamique de rassemblement. Dans aucun état-major d'un parti politique sérieux, on ne peut ignorer cela. Donc, parce qu'on sait que celui qui donne l'impression d'être contre le rassemblement se discrédite d'une certaine façon, on va prêter l'opinion, on va prêter l'oreille à des démarches qui se font, on va même rassembler, on va aller vers d'autres partis politiques devant les caméras, mais quand on analyse la démarche, on voit bien que ça ne va aboutir sur rien. Peut-être qu'il n'y a pas de censure sur les exemples, mais on a vu deux grands candidats aujourd'hui, deux grands candidats médiatiques se retrouver un jour et le lendemain, chacun d'eux avait d'autres démarches qui montraient que, en fait, la démarche de la veille n'avait aucun sens, puisque d'autres rassemblements continuent à se faire sur cette lancée-là. Donc, il est très important de comprendre que l'opinion veut le rassemblement, mais le devoir d'éducation que les médias ont, c'est de leur dire que l'essentiel ne doit pas être focalisé sur cette diversion. Le plus important, c'est la refonte du code électoral pour permettre les candidatures à 2 tours, comme il a dit. Parce que dans une perspective d'une élection à 2 tours, les rassemblements se font automatiquement sur les 2 premiers arrivés. Je vous accorde mes voix sur la base d'un deal clair et net. Donc on refuse de faire la refonte de la loi électorale pour permettre les alliances, parce que la loi électorale actuelle ne permet pas des alliances. Dans le meilleur des cas, on aura par exemple, je cite un cas comme l'UDC, qui a permis à certains candidats d'aller à l'Assemblée nationale, d'aller dans les mairies, pour rien pratiquement, parce que c'était juste une volonté républicaine, comme dit le chef de ce parti, de se désister pour permettre à des gens d'aller. On ne voit pas ce que ce parti a gagné dans ce genre d'alliance-là. Sauf qu'on a montré qu'il y avait une discipline des troupes, il y a une volonté d'aller vers l'autre, mais sans contrepartie, ça devient donc un dol. La priorité, c'est de permettre à la loi de consacrer des alliances. Justement, le Messager a annoncé cette semaine une rencontre de haut niveau entre Maurice Kamto, président du MRC, le chairman du SDF, au-delà des idéologies politiques. Maître Lavoisier-Sapi, êtes-vous favorable à ce que le SDF intègre une coalition dans la perspective de la présidentielle? Ben oui, la coalition c'est une bonne chose. Nous avons vu ses effets en 1992. Mais comme disait Michel tout à l'heure, il ne faut pas faire des coalitions pour faire des coalitions. En 2011, sur les 23 candidats qui sont allés à l'élection présidentielle, 8 étaient originaires de la région de l'Ouest. Sur les 8 candidats qui étaient originaires de la région de l'Ouest, 5 se sont désistés à une semaine de l'élection pour soutenir le président Paul Biya. Si vous faites donc une coalition avec ce genre de personnes qui, à la dernière minute, vont se retirer pour aller soutenir le candidat d'en face, qu'est-ce que vous allez dire à la population? Est-ce qu'il y avait une coalition? Non, il n'y avait pas de coalition. Je veux bien dire que les coalitions sont nécessaires, mais il faut tamiser. Il faut beaucoup réfléchir avant de faire des coalitions. Est-ce que le problème, je voudrais bien ce n'est pas l'ego de certains leaders politiques face à la nécessité de mettre sur pied des programmes, comme le disait Barthélemy Comtuente, des programmes à même de susciter l'adhésion
des populations et ensuite de les convaincre de voter en leur Absolument. faveur. Absolument. Le programme du SDF est connu depuis 90. Ça fait près de 28 ans que nous chantons ce programme. Maintenant, comme le disait Michel, si vous allez à la coalition avec un parti qui ne s'est pas encore présenté aux élections, on ne sait pas de quel poids ce parti pèse. Il va venir vous dire, moi je suis chef de parti, je suis l'égal de votre président qui est également chef de parti. Un chef de parti n'est pas au-dessus d'un autre chef de parti. Mais sur le terrain, on ne sait pas de quel poids il pèse. Sur le terrain, on ne sait même pas si c'est un allié fidèle du changement et de l'opposition, etc. Donc il y a beaucoup de critères qu'il faut prendre en considération. Et puis, il y a une chose que je redoute dans la scène politique camerounaise. Ceux qui ont déjà partisé avec M. Paul Biya, il faut faire très attention. Lorsque quelqu'un a travaillé, a servi M. Paul Biya, vous savez, le président de la République, il a tous les armes pour détruire ses adversaires. Dans le cas Et du c'est l'une SDF, de doit ces faire principales attention au professeur Maurice Kamto, qui a été ministre délégué de la Justice. Je ne le dis pas. Mais je dis qu'il faut faire très attention lorsque des gens ont partisé avec le pouvoir. Ça laisse toujours des traces qui peuvent s'avérer nocives pour la lutte pour le changement. Servir l'État du Cameroun, est-ce que servir l'État du propre au Cameroun Cameroun ou signifie c'est une forcément... théorie qui est valable C'est partout propre dans le au Cameroun. Cameroun. Ah bon? C'est Est-ce propre que au Cameroun. servir l'État du Cameroun en tant que ministre dans un gouvernement signifie pactiser avec Paul Biya? Quand vous êtes ministre de Paul Biya, vous appliquez quoi? Sa politique. C'est bien dit dans la Constitution. C'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Vous appliquez sa politique, vous recevez ses instructions, vous faites ce qu'il vous demande de faire. Donc, moi, je ne dis pas que la rencontre n'aura pas lieu, elle aura lieu. Elle a déjà eu lieu. Non, non. Avec le secrétaire général du SDF. Oui, La rencontre le préparatoire. chairman a demandé à ce qu'il y ait des discussions préalables avec les leaders régionaux et certains leaders nationaux du parti avant la rencontre au sommet, qu'on définisse ce sur quoi Kamto et Froundi vont discuter. Et je pense que c'est une très bonne démarche. Et ça permettra de fixer les uns et des autres et de voir la sincérité de chacun. Mais je pense que le système électoral actuel, qui est très défavorable à l'opposition, qui est très défavorable à l'alternance, il est mieux que les gens fédéralisent leurs forces. Parce que ça donne un espoir au sein de la population. J'ai bien vu l'espoir qu'avait suscité la coalition de 2004, qui a malheureusement volé en éclats. Mais cette coalition avait suscité un tel espoir au sein de la population. Et vous savez, le pouvoir a infiltré, a manipulé, a fait éclater les choses parce qu'il redoutait l'issue de cette coalition. Justement, Alex Gustave, sur cette année 2004, où les Camerounais avaient vu un horizon différent pour leur avenir socio-économique et politique, est-ce qu'il n'est pas trop facile à chaque fois d'accuser le pouvoir d'infiltrer les coalitions de l'opposition? Est-ce qu'il n'y a pas un diagnostic interne à faire sur la faiblesse de ces structurations de plateformes et de coalitions où des leaders semblent de moins en moins se battre pour l'intérêt général? Je vais encore vous surprendre. Pour moi, c'est normal que le pouvoir, comme l'opposition, l'un tente d'infiltrer l'autre comment je vais dire, Déstabiliser. pour contrôler le jeu. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la politique. Donc, qu'un leader de l'opposition, comme mon ami Lavoisier, mette l'échec du projet de coalition de 2004 sur le fait de l'infiltration par le pouvoir. Non, il me semble que le véritable problème, parce que j'ai suivi en son temps la dynamique du CNR, Coalition Nationale pour la Reconstruction et le Redressement, c'est comme ça que ça s'appelait. Mais une coalition qui avait pour secrétaire général le secrétaire général du SDF, donc le numéro 2 de fait du parti, qui a fixé des règles. Lesquelles règles le SDF n'a pas remis en cause. Et qui ont produit un candidat autre que le SDF qui était pourtant la principale force de la coalition. Je dis que le débat que vous faites sur les conditions électorales nationales, vous auriez dû poser ces conditions-là dans les règles qui avaient été mises en place pour la désignation du candidat. À ce moment-là, vous ne l'aviez pas fait en dernière minute
quand les gens sont passés au vote, en tout cas les personnes qui étaient, les participants à la discussion ou à la négociation, il y a une majorité qui s'est dégagée, défavorable à la candidature du chairman. Voilà ce qui s'est passé. Et dire que c'est le fait du pouvoir, moi je refuse cela. Ça veut dire que le SDF Oui, mais il a faut... pensé que c'était automatique. Au fond, il faut dire comment est-ce que ces conditions sont arrivées. Vous ne pouvez pas dire que Edouard Akamefoumou, militant notoire du RDPC, qui tombe dans un rassemblement de l'opposition à la dernière minute et qui influence la mise sur pied des conditions. Ce n'est pas un militant de l'opposition. Je pense qu'il ne faut pas réécrire l'histoire. Vous avez vu, s'il vous plaît, Issa Chirouma Bakari, aujourd'hui ministre de la Communication. Non, Non, mais non, moi je crois... nous n'avons pas travaillé avec des gens qui voulaient le changement. Je vous dis, je crois qu'il faut peut-être recadrer Nous les choses. n'avons pas travaillé avec des gens qui Nous avons voulaient le bien changement. suivi peut-être qu'il vaut mieux la que c'est Michel qui tournée. parle parce que... Nous avons fait la tournée de la coalition, la Dans tournée toutes les localités. régions. À l'époque, c'était encore les provinces, dans toutes les provinces du Cameroun. Les règles ont été fixées, comme il a dit, par Feu Assongani, Père à son âme, qui était le secrétaire général du SDF. Il y a eu donc des clauses qui fatalement étaient défavorables au chairman. Ce que je comprends très bien la démarche du chairman, parce que lors du meeting de Bafoussam, lorsque tout était déjà plié, il a utilisé une formule qui me semble être pleine de bon sens. Vous allez, moi j'ai 23 camions, toi tu as 4 camions, on dit qu'on va mettre les camions sur une seule carte grise, pourquoi c'est toi qui veux prendre? Parlant ainsi à Damoun Damdjoya qui avait 4 députés, lui il en avait 23, il estimait que c'était pas normal que ce soit Damoun Damdjoya qui conduise l'opposition. Mais il aurait dû le dire avant, parce que les règles avaient déjà été fixées et les règles lui ont été défavorables. M. Akamefoumou, pour corriger, n'a jamais fait partie de la coalition. Il y a quelqu'un qui avait proposé son nom, je cite encore de mémoire, Sinjum Pokam, et là, il n'est jamais sorti de sa maison pour venir... Alors, est-ce qu'on a tiré la leçon, bien sûr, de ces dysfonctionnements et défaillances internes par rapport à cette perspective de 2018? À l'heure où on parle, parce qu'il ne faut pas non plus superlativiser des démarches qui, pour l'instant, sont des démarches exploratoires. Pour l'instant, il n'y a aucune coalition nulle part. Et il n'y en aura pas. Il y a une plateforme qui soutient... ça peut arriver. S'il vous plaît. Il y a une plateforme qui, en ce moment, soutient la candidature du bâtonnier Mouna, qui vient d'être mise en place. Voilà. Ce n'est pas une coalition. Pas une coalition. Il y a le professeur Kamto. Son parti est né de la fusion de plusieurs, de 3 ou 4 partis politiques. Pour l'instant, ce n'est pas une coalition. La démarche de Cabral Libi et son mouvement 11 millions de citoyens et le parti politique l'univers qui est en conseil municipal, je crois, en Gaoundré, ce n'est pas une coalition. Je crois que c'est des démarches de rapprochement qui se font. La discussion qui a cours en ce moment, en tout cas, la rencontre qui est annoncée, que nous avons pris sur nous d'annoncer entre le président national la demande du président national du MRC à rencontrer les leaders politiques, parce que celle avec le Frondi n'est pas, avec le président, avec le chairman Frondi, n'est pas la seule. Il a souhaité rencontrer différents leaders de la scène politique pour voir ensemble ce qu'ils peuvent faire. Et il faut qu'il soit très clairement compris que l'idéal dans un système électoral comme le nôtre, d'une élection à un tour, c'est qu'il y ait un rassemblement majoritaire autour d'un candidat pour la présidentielle, mais une mutualisation pour les autres élections, notamment les élections législatives, les élections municipales. Parce qu'on focalise sur les élections présidentielles comme si c'était la seule élection. Les autres élections sont antérieures à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, si le calendrier électoral est respecté, et je pense qu'il devrait être respecté, l'élection présidentielle est la dernière élection du cycle des élections de l'année. Justement, les législatives, les municipales étant censées se tenir. Je vous en prie, justement au Cameroun, où le calendrier électoral reste encore méconnu, l'une des seules certitudes, c'est ce débat inévitable sur la forme de l'État, la décentralisation, le système de gouvernance publique capable d'améliorer le quotidien des Camerounais. Et pour contrecarrer les séparatistes, les fédéralistes, Paul Biya, chef de l'État, avait annoncé le 31 décembre 2017 l'accélération du processus de décentralisation. 3 semaines plus tard, le gouvernement n'a pas encore donné ce coup d'accélérateur et des questions submergent au sein de l'opposition, mais aussi dans la presse. Sur ce plateau avec nous, Barthélémy Com, vous êtes expert en décentralisation. Est-ce que la machine gouvernementale est
est grippé 3 semaines après l'annonce du chef de l'État. Je vais dire, je ne suis pas dans le brainstorming du chef de l'État. Je ne suis pas dans ce brainstorming. J'ai fait une analyse et je me rends compte tout simplement que c'est une des rares fois que le président de la République prend le peuple souverain à témoin en Mondiovision et dit au peuple souverain, j'ai instruit mon gouvernement d'accélérer le processus de décentralisation afin de permettre le développement des régions. Et il le dit après consultation. Donc quand le chef de l'État l'a dit, moi je pense qu'il revient à ce gouvernement de manifester de l'enthousiasme pour accompagner le chef de l'État dans cette direction. Est-ce que vous et percevez pour plus cet de crédibilité. enthousiasme depuis quelques semaines? Vous savez, le soir de l'adresse du chef de l'État à la nation, vous avez vu les membres du gouvernement défiler sur les plateaux. De manière particulière, les membres du gouvernement en charge de la décentralisation ont bien déclaré qu'ils étaient en train d'apprêter donc des éléments pour permettre d'atteindre ces objectifs. Ça veut dire que c'est ceux qui sont en train d'élaborer des textes, c'est ceux qui sont en train de réfléchir pour voir comment mettre en œuvre ces engagements du chef de l'État. Justement, Maître Lavoisier-Sapie, est-ce qu'il y a eu quelque peu une précipitation de la part du chef de l'État sous la pression de la crise anglophone, le fait de faire une promesse présidentielle alors que les textes relatifs à la mise en œuvre de cette promesse ne sont pas, apparemment, ne sont pas encore prêts? Oui, je pense que vous avez vu juste. C'est justement à cause de la crise anglophone que le président de la République s'est empressé d'annoncer l'accélération de la décentralisation. On ne peut pas accélérer ce qui n'a même pas commencé à être mis sur pied. Pour accélérer, il faut d'abord que quelque chose soit mis sur pied. Et vous savez, la décentralisation signifie partage de pouvoir, surtout la régionalisation. Et Alex Gustave l'a dit tout à l'heure dans son propos, le pouvoir central que dirige M. Paul Biya n'acceptera jamais le partage du pouvoir. Il n'accepte pas. Mais pourtant, il y a des ressources je prends à témoin. qui sont transférées, des compétences qui sont transférées aux collectivités territoriales. Ça, c'est un leurre. Décentralisées. C'est un leurre. Il n'y a rien. Je prends à témoin le ministre René Emmanuel Sadi, qui le 23 mai 2017, au cours du symposium sur la décentralisation, annonçait pour 2021 la mise en place effective de la régionalisation. Nous sommes dans un état où il y a du flou, un flou total sur la gestion décentralisée de notre pays. Nous avons des communes, nous avons les communautés urbaines. Et vous savez que le conflit, il y a toujours un conflit permanent entre les communes d'arrondissement et les communautés urbaines. Parce que la loi n'est pas claire sur les définitions, sur la délimitation territoriale entre les communes d'arrondissement et les communautés urbaines. La loi n'est pas claire sur les fiscalités entre ces deux entités. Vous avez le ministère de la Ville qui intervient dans le développement urbain. C'est déjà une troisième institution. Vous aurez les régions, une quatrième institution. Qu'est-ce qui va réguler les compétences? Qu'est-ce qui va délimiter? Rien n'est fait jusqu'à présent. Et d'ailleurs, monsieur Comtuente l'a relevé dans son exposé, dans la nouvelle expression, il faut des textes. Justement, il reviendra sur ces précisions-là tout à l'heure. Aujourd'hui, rien n'est fait. Donc, moi je pense que nous sommes dans une situation extrêmement regrettable. Quand je prends l'exemple de la ville de Bafoussam, une ville qui est aujourd'hui réduite à un gros village, poussiéreux, boueux, sans route, alors qu'il y a un délégué du gouvernement depuis 1997. Vous savez, ces institutions de délégués du gouvernement, ça a été institué pour tuer le développement des villes. Il n'est pas acceptable qu'ici, à Douala, 37 ans de renouveau, vous n'avez pas le moyen d'échangeur. Regardez le matin, quand les gens vont au travail, comment ils souffrent. Comment il n'y a pas d'échangeur à Douala dans les différents carrefours. Donc je pense que la décentralisation, qui aurait pu amener les populations à améliorer, à s'impliquer dans la gestion de leur région,
et à améliorer leur vécu quotidien. Le pouvoir central n'en veut pas. Justement, Michel Pecot, sur cette décentralisation, vous observez de près la situation dans la région de l'Ouest. Vous êtes directeur de publication d'un journal régional. Vous discutez avec les populations, les élus locaux et bien sûr délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam. Est-ce que cette décentralisation répond aux préoccupations des populations sur le plan local? Disons qu'il y a beaucoup d'insuffisances. On a un expert sur le panel, M. Comtuente. Vous avez bien fait de dire que je suis dans une région où les collectivités territoriales décentralisées ont une avance sur les autres collectivités territoriales décentralisées. En témoigne le salon des communes que nous venons d'organiser à Bafoussam. Il y a 10 régions au Cameroun, mais il y a une seule région qui organise des salons des communes. C'est bien la région de l'Ouest où il y a cette culture. On a une longueur d'avance, pour utiliser le slogan d'un journal qu'on connaît tous ici. On a une longueur d'avance sur la décentralisation. Et les conclusions de ce salon des communes de 2017, ça s'est terminé le 28 décembre, montrent très bien qu'il y a un syndicat des communes qui se plaint. Mais ici, ça n'a rien à voir entre les communes du parti au pouvoir et les communes de l'opposition. En termes de transfert des compétences aujourd'hui, on a pris des pays qui ont des niveaux de développement comparables. Et on a vu que dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana ou bien le Maroc, où 30% des ressources de l'État sont affectées aux régions, au Cameroun, on est à 2%. Donc, dans l'adresse... Bon, voilà. Donc, dans l'adresse, on a 2% quand même. C'est ce qu'on a dit à Banjo l'autre jour. C'est faux. Donc, alors, monsieur comme tu le disais également, parce que quand on regarde bien ce qu'on attend des communes, après l'adresse du chef de l'État, il y a des ministères qui étaient des sources de blocage. Certains ministères ont commencé à transférer leurs compétences, notamment l'éducation de base, la santé dans certains volets, etc. Bon, mais après l'adresse du chef de l'État, on a vu que le ministère des Travaux publics a dit qu'à l'avenir, l'entretien routier sera l'apanage, les maîtres d'ouvrage, ce seraient bien les maires. Donc c'est un autre pas. Mais c'est quelque chose qui me semble était déjà inscrit dans l'agenda de ce ministère bien avant, parce qu'il y a un lobbying qui est fait de par les maires, notamment même les maires majoritaires du parti au pouvoir. Il reste que lorsque le chef de l'État fait son discours, le 31 décembre, le budget est déjà adopté. Donc il y a une planification annuelle qui est faite sur la base du budget de l'État. Ce budget n'a pas intégré des réponses qui seraient le fait d'un effet d'annonce, parce qu'en fait le discours du chef de l'État c'était un effet d'annonce, une réponse politique à un problème qui a été posé dans les régions anglophones avec la crise que nous connaissons. Il y a un déficit de transfert de compétences. Il y a un déficit de dévolution de pouvoir aujourd'hui au Cameroun. C'est ça qui pose le problème. Les populations camerounaises en ont marre d'un pouvoir transcendantal qui viendrait seulement du centre à Yaoundé, etc., loin des préoccupations à la base, et d'où ce mécontentement qui s'exprime de manière plus violente dans les régions anglophones, et qui est perçu par tout ailleurs de la même façon. Parce que quand vous voyez un maître d'école à Guidigis, pour faire ses dossiers, il faut qu'il rentre à Yaoundé. Pour certains dossiers, ça devient très très pénible. Justement, vous parlez d'une réponse politique de la part du chef de l'État, réponse qui est contrariée par un certain nombre de préalables à mettre en place. Barthélémy Kom, vous avez passé au peigne fin ces textes sur la décentralisation. D'aucuns y voyaient la mise en place des conseils régionaux, mais un certain nombre d'obstacles juridiques et politiques se posent avec acuité. Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais dire que quand le président de la République s'est engagé ainsi publiquement, il est conscient qu'on ne part pas du néant, parce qu'il s'engage à accélérer le processus de décentralisation. Ça veut dire que accélérer, ça veut dire augmenter la vitesse. On ne part pas tout à fait du néant. Parce qu'il y a eu le corpus juridique qui a été mis en place. Vous savez, l'État unitaire décentralisé est consacré par la Constitution de 1996. Les premières lois arrivent seulement en 2004, les lois de décentralisation. Les premiers transferts de compétences en 2010. La fin de la première génération de transferts de compétences en 2015. Et on se rend compte que malgré tout cela, les populations ne sentent pas les effets concrètement dans leur quotidien. Pourquoi? Parce que les compétences ne sont pas effectivement transférées.
pour permettre donc à ces élus locaux, à ces collectivités, d'assumer pleinement leur mission. Et assumer pleinement leur mission, ça veut dire qu'ils doivent avoir la pleine responsabilité. L'État doit se désengager totalement et leur donner la pleine responsabilité dans les domaines qui leur sont conférés, afin qu'ils leur reviennent dorénavant avec les populations, parce qu'on parle de développement participatif, avec les populations, d'identifier les besoins dans leur localité, de les planifier, de les mettre en œuvre, et puis de les exécuter et de suivre. Et cette accélération promise par le chef de l'État, pourquoi elle tarde à venir? Quels sont les préalables qui risquent de peser sur l'ambition et la promesse présidentielle? L'accélération tarde à venir parce qu'il y a une réticence des gouvernants au niveau des hauts fonctionnaires. Il s'agit quand même de transférer des pouvoirs aux collectivités locales. Transfert de compétences suppose transfert des moyens appropriés. Ça veut dire que l'école primaire, dans le domaine de l'éducation primaire, l'école primaire doit être transférée aux communes. Ça veut dire il reviendra dorénavant aux élus locaux de créer les écoles, de construire les salles de classe, de commander des tables bancs et de livrer le matériel didactique. Or, tout cela, ça engrange d'importants budgets que les gens ont du mal à se dessaisir. Imaginez-vous un instant que de proche en proche, demain, on crée des régions. Ça veut dire que la région a la compétence sur les routes départementales, les routes régionales. L'État central ne s'occupera plus que des routes nationales. Ça veut dire c'est autant de moyens qui seront transférés aux régions pour les permettre de satisfaire les populations. Et je crois que c'est un phénomène irréversible. Et les ministres, comme je l'ai dit, les membres du gouvernement, doivent tout simplement marquer de l'enthousiasme, accompagner le chef de l'État. Il y va même de sa crédibilité. Parce que nous sommes à 5 mois, moins de 5 mois d'ailleurs, de la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle. Justement, donc, il y a une avalanche de critiques sur l'actuelle décentralisation et il y a des courants fédéralistes qui soufflent sur la République du Cameroun. Alex Gustave a Zébazé, face à ces courants fédéralistes et certains séparatistes, la mise en place des conseils régionaux est-elle une solution idoine? Il y a un an, quand la crise anglophone, dans sa manifestation actuelle, n'avait que 3 mois, et c'était exactement le 19 décembre 2016, j'écrivais, c'est d'ailleurs la première tribune que j'ai écrite de ma longue vie, de quelqu'un qui écrit publiquement, que j'ai destiné au chef de l'État, une sorte de lettre ouverte. C'est la première fois que je l'ai fait, je crois que je n'en ai plus jamais fait. J'écrivais que le chef de l'État, c'était cette lettre-là, je rappelle la date pour que chacun comprenne que si à ce moment-là, je pensais que le chef de l'État avait suffisamment de conseillers pour voir comment anticiper sur les risques d'aggravation de cette crise-là, je disais dans cette lettre-là, lettre ouverte au chef de l'État, que le levier principal sur lequel il doit s'appuyer, parce qu'il est institutionnel, ce serait la convocation des élections pour l'élection des conseillers régionaux, plutôt que cette histoire de remaniement ministériel dont j'entends toujours les gens dans les journaux, dans certains journaux parler. Mais voyez-vous, nous sommes aujourd'hui en janvier, pratiquement fin janvier, ça veut dire que 13 mois sont passés, la crise a pris des proportions extrêmement graves. Elle est devenue plus violente, à l'époque elle n'était pas aussi violente qu'on la connaît aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très pessimiste. C'est-à-dire que quelqu'un tout à l'heure parlait de fait d'annonce. Moi je ne vais pas laisser faire cette analyse au messager que ce que le président déclarait le 31 là. C'était juste un effet d'annonce. Mais je ne doutais pas qu'il ne s'agisse que de cela. Le président parlait pour répondre
un peu aux partenaires extérieurs du Cameroun, qui tous, de la francophonie, du Commonwealth, des Nations Unies, et bien entendu, des partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale et de la société civile, disaient, mais faisons quelque chose, Monsieur le Président, c'est vous qui devez faire quelque chose. Notamment, ce dialogue auquel cet ensemble d'acteurs nationaux et extérieurs appelle, mais dont le seul qui a compétence institutionnelle pour le mettre en œuvre, c'est le président de la République. On a entendu dire, oui, le Premier ministre fait les trucs. Donc, il ne l'a pas fait. Il ne pouvait pas traverser comment je veux dire, la fin d'année 2017 sans donner l'impression à ces partenaires-là qu'il les avait écoutés. Et le docteur Tchente vient de dire, comme Tchente vient de dire quelque chose d'essentiel en termes d'échéancier de mise en œuvre des évolutions institutionnelles dans notre pays. La moyenne d'âge d'avancer comment je le dis, d'une promesse ou d'une action publique prise par engagement dans le système présidentiel, dans le système camerounais actuel, c'est minimum 10 ans. C'est-à-dire quand le président de la République camerounaise, moi je le dis dans le secteur de la presse qui est celui de Michel et moi, en 1991, on prend la loi sur la communication, on prévoit la libéralisation. Le décret d'application arrive 10 ans après, en 2000, en avril 2000. Ça dit 10 ans après. La loi sur la décentralisation, la loi constitutionnelle, la réforme constitutionnelle de janvier 1996, elle prévoit une décentralisation régionale. Donc, à travers le terme État unitaire décentralisé, le texte, la première loi d'application, organique d'application, elle arrive en 2004. Donc pratiquement 8 ou 9 ans, donc presque 10 ans après. Le premier transfert a lieu 2010. Bon, si vous intégrez cela, parce que les analystes doivent tenir compte de l'histoire des process pour ne pas vendre le vent à l'opinion. Ma conviction, je le dis encore, je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas encore écrit dans le journal Le Messager, c'est que, en termes de volonté politique, j'ai de la peine à croire qu'il en existait une pour aller clairement non seulement à la décentralisation, mais qui aujourd'hui apparaît même pour une partie de l'opinion camerounaise comme n'étant plus la bonne solution. Parce que la partie irrédentiste de notre peuple, dont on dit qu'ils ont pris les armes dans le sud-ouest et dans le sud-ouest, mais il y a une bonne partie là-dedans qui disent que le minimum qui peut nous faire rester dans la République, c'est le fédéralisme, le minimum. Alors justement, le chef de Donc, l'État... en l'espèce, je me demande si on réalise même, si ceux qui sont autour du chef de l'État, mais lui-même, peut-être qu'il n'a plus... Le chef de l'État, à son âge, ne peut pas avoir la même vitesse d'anticipation que les autres. Mais je pense que le minimum était que son entourage, où il n'y a pas que de personnes très âgées, comprennent que pour éviter que le Cameroun se casse, parce que notre pays est en train de se casser, il faut avancer sur des process qui peuvent rassurer, y compris ceux qui ne sont pas forcément partis au pouvoir. Cette mise en place des conseils régionaux, Barthélemy comme Tchente, quelle est la procédure à suivre en quelques mots? Si on doit arriver à la mise en place des conseils régionaux dans les toutes prochaines semaines... Moi, je dirais d'emblée qu'après avoir fait des analyses, il ne faut même pas penser que ça se fera en 2018. C'est pas possible. Quelle raison? La procédure, il faut d'abord des lois qui fixent, des textes d'application, qui transfèrent des compétences aux régions. Il faut que ces régions aient des sièges, parce que c'est des institutions. Pour fonctionner, il faut des moyens. Il faut que ces régions aient du personnel. Il faut qu'il y ait les élections régionales. Moi, je crois que tous ces paramètres ne peuvent même pas permettre de penser que ça se fera en 2018. Par contre, il y a des mesures qui peuvent être prises et qui peuvent traduire la volonté politique du chef de l'État de vouloir accélérer la décentralisation. Par exemple, la base de ce système,
la base, c'est les communes à la base. La base des collectivités. On supprime les C'est-à-dire, les communes ont besoin tout simplement que de respirer. on leur donne les moyens pour qu'ils puissent donc faire face aux compétences qui leur sont transférées. Les communes ont besoin, les maires et les élus ont besoin d'un statut de l'élu local. Vous avez vu, si vous allez au TCS, le nombre de maires qui de plus en plus est condamné, c'est un peu effrayant. Ça peut même décourager les gens d'aller vers ces fonctions. Il faut une formation de ces élus, une formation renforcée. Il faut qu'il y ait une stratégie même nationale de la décentralisation. Mais le quotidien de l'économie estime mais- que cette mais stratégie elle existe. est bloquée au palais de l'Étoudi, selon le quotidien de l'économie. Oui, mais tant que la stratégie n'est pas approuvée, adoptée et Le diffusée. Conseil national de la décentralisation que préside le Premier ministre sert à quoi? Parce que moi, je suis toujours étonné. Mais d'entendre parler de le stratégie. Conseil national de la décentralisation est une instance de réflexion. C'est au sorti de là ils valident la stratégie. Et l'instant d'adoption, c'est le président de la République. Donc tout remonte vers N'oubliez le pas président de la que République. l'État unitaire décentralisé a ceci de particulier que c'est l'État qui décide de transférer des compétences aux Mais collectivités. c'est pour ça que Mais ça ne marche pas. pour qu'il y ait donc décentralisation, ces collectivités doivent avoir une autonomie organique. Ça veut dire qu'ils doivent avoir des organes de gestion. Le conseil municipal et le maire. Même comme aujourd'hui, il y a des délégués du gouvernement qui s'ajoutent. Alors, Mais ça- au-delà de cette réponse Non, je voudrais- politique, avant que vous ne réagissiez, au-delà de cette réponse politique qui est très attendue, vous le savez, le Cameroun est engagé sur le front contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun, contre les assaillants séparatistes dans le sud-ouest, mais les forces armées ont aussi réussi à déjouer sur le sol camerounais un putsch initialement prévu en Guinée équatoriale entre un coup d'État manqué et un acte de terrorisme international. Le président Théodore Obiangema a déploré l'implication des personnalités françaises, des mercenaires tchadiens et centrafricains ayant des liens au plus haut niveau avec leur pays d'origine. Alex Gustave s'est basé sur cette question concernant le président équato-guinéen. Comment expliquer cette forte présence étrangère dans une tentative de coup d'État en Guinée équatoriale? Je suis quand même... quand c'est dit par le président équato-guinéen que telle puissance ou tel pays est impliqué, moi je prends ça avec beaucoup de réserve. Vous savez, le phénomène de mercenariat n'est pas toujours forcément encadré par les États. Quand des officines ou quand des groupes militaires ou armés se constituent pour vendre leurs services à diverses personnes, ils ne demandent pas l'autorisation du gouvernement d'origine ou du gouvernement du pays dont ils sont originaires. C'est comme le travail de consultant. Moi, quand j'étais consultant et que je faisais une consultation à l'étranger, je ne demandais pas l'autorisation du gouvernement camerounais. Je prends juste... parce qu'il faut faire très attention à cette facilité que nos gouvernements... Je peux comprendre que le président équato-guinéen, pour rallier l'opinion africaine, qui est assez hostile à la France, qui est assez hostile à un certain nombre de puissances extérieures, balance ce genre de choses. Mais à l'heure où nous parlons, je n'ai vu, en tout cas sur la base des informations qui sont diffusées, que ce soit par la presse, que ce soit même par en ordre de telles déclarations, je n'ai vu aucun élément qui atteste que... Mais il savait que parmi ces mercenaires, ce sont des hauts gradés militaires qui, dans un certain passé, avaient eu des liens au plus haut niveau dans leur pays. Il n'a pas parlé de la France, il a parlé de certaines personnalités françaises qui, selon lui, auraient financé ce coup d'État. Vous avez vu les faits, c'est une déclaration. Pour moi, ça reste une déclaration. S'agissant par exemple comment je dis, de celui qu'on a arrêté ici à Douala, présenté comme étant le chef des putschistes, un Tchadien. Moi, Un général. Le gouvernement tchadien que j'ai suivi, le ministre des Affaires étrangères du Tchad, a dit ce monsieur n'a jamais été général dans son armée. Que c'est je crois, un ancien militaire tchadien qui a fait désertion depuis très longtemps et qui vivrait au Cameroun où il a deux résidences, une à Maroua et une à Yaoundé.
Est-ce pourtant qu'on va dire que le Cameroun est impliqué dans une histoire comme celle-là? Je ne pense pas. Donc, faisons attention de créer les conditions. Le président équato-guinéen, il ne faut pas l'oublier, ça fait bientôt 40 ans qu'il est au pouvoir dans son pays. Et il peut... Et les élections qui ont lieu souvent dans ce pays-là sont des caricatures d'élections. Et il vient justement d'être élu il y a quelques mois. Et son parti vient d'avoir 99 députés suissants dans une élection parlementaire. Cette Guinée équatoriale qui est confrontée à une crise économique, Maître Lavoisier Sapi, Guinée équatoriale qui est confrontée à une crise économique comme le reste des pays de la sous-région Afrique centrale, comment expliquer le fait que les États africains soient vulnérables aux coups de force militaire? Il y en a eu un peu plus feutré, diplomatique, c'était au Zimbabwe il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est la Guinée équatoriale. Oui, vous savez que l'Afrique dans le monde reste l'un des rares continents où les ressources naturelles ne sont pas encore exploitées à fond, comme en Europe. L'Afrique regorge encore de très nombreuses ressources naturelles qui sont rares et qui sont nécessaires au développement des pays occidentaux. Ça fait que l'Afrique, le sous-sol africain est très convoité par les États, très convoité par les multinationales. Et on a vu que lorsqu'un gouvernement tente de dévier par rapport à ses soutiens, à ses partenaires extérieurs traditionnels, ça lui crée des ennuis. Lorsque le président Bongo du Gabon essaye de faire venir la Chine pour exploiter le pétrole, la France lui crée des ennuis. Et ça, c'est des luttes d'intérêt, c'est normal. Moi, je pense que le président Obiang est victime de ce qu'il a un sous-sol riche en pétrole. Et ce sous-sol attire des convoitises. Et je pense bien que lui aussi s'est rapproché de la Chine. Et vous savez, la Chine est redoutée par l'Europe, par les Amériques, sur le sol africain. Parce que la Chine vient bousculer des habitudes qui sont installées depuis le temps de la colonisation. Et ce genre de coup de force, cela ne me surprend pas. Le Cameroun n'est pas à l'abri. Parce que moi, je pense que le jour où nous allons aussi tenter d'acquérir une indépendance économique, où on va privilégier peut-être les nationaux, on risque également d'avoir des tentations de troubles de cette nature-là. Donc moi, je pense que ces troubles, c'est des guerres pour la conquête des richesses africaines. Et nous devons être vigilants. Nous devons cultiver de plus en plus le nationalisme africain. Nous devons cultiver le nationalisme dans nos pays. Parce que moi, je pense que ce qu'on a arrêté, il y a des Tchadiens, il y a des Centrafricains, il y a des Équato-Guinéens. C'est des Africains. Les Européens ne viendraient jamais eux-mêmes prendre des armes pour combattre un régime africain. Mais on utilise toujours nos peuples. Pourquoi nos peuples acceptent? Vous n'irez pas en Chine prendre un Chinois pour combattre le gouvernement chinois, il ne va pas accepter. Ou bien vous irez en Asie ou en Amérique prendre un Américain ou un Asiatique pour combattre, il ne va pas accepter. Pourquoi les Africains acceptent? Justement, on est dans une sous-région Afrique centrale où il y a quand même des dirigeants qui battent des records de longévité au pouvoir, à fait, je crois que... avec un indice de développement humain qui est assez bas dans la sous-région Afrique centrale. Est-ce que cela peut être un des facteurs qui expose nos États de la sous-région à ce type d'événement? Je crois que l'absence de perspective d'alternance par des voies pacifiques peut expliquer un certain nombre de procédures, de process. Parce que lorsqu'un pouvoir commence à s'éterniser à la façon dont on voit ce qui se passe en Guinée équatoriale et même chez nous, on peut très bien comprendre, partant du fait aussi qu'il y a beaucoup de richesses qui sont en jeu, les intérêts qui sont en jeu. Ne vous dites pas que c'est une affaire qui se passe sur la planète Mars. Hein. Quelle est cette armée, par exemple? On a dit que la secte Boko Haram, c'était une secte islamiste. Quelle est cette secte islamiste dont l'armée défie 4 États? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas totalement anéanti les effets de Boko Haram. Alors qu'elle est combattue par une force multinationale où il y a une armée aussi expérimentée que l'armée camerounaise, l'armée nigériane, l'armée tchadienne et l'armée du Niger. Donc comment ça se fait? D'où viennent les armes? Et vous croyez que c'est seulement la frustration de nos populations d'expression anglophone qui a alimenté les armes? Ces armes sortent d'où? Donc chaque fois qu'un pays, chaque fois qu'un gouvernement s'éternise, il donne la possibilité à ceux qui ont intérêt de faire une redistribution de cartes par des moyens qui ne profitent pas aux populations. Il est important d'asseoir le pouvoir sur la base d'un consensus.
il n'y a pas un consensus qui voudrait un consensus partagé. Bien entendu, je l'ai encore dit une fois, à chaque fois que la volonté du pouvoir s'exerce de manière transcendantale à partir du centre vers la périphérie et que la périphérie ne se reconnaît pas, d'une part, c'est légitimé que les gens pensent à des coups de force. Vous ne verrez pas ça, il a pris l'exemple dans les pays où on sait très bien quelle est la prévisibilité, quel est le départ d'un leader, on ne voit pas très bien pourquoi est-ce que les gens adhéreraient à des opérations aventureuses comme celle-là. Parce que si le coup avait marché en Guinée équatoriale, je suis convaincu qu'au lendemain d'une élection qui a consacré 99% de voix au parti au pouvoir, on aurait vu aussi des marées humaines descendre dans la rue et célébrer l'arrivée des nouveaux conquérants. Donc il est très important que le pouvoir s'appuie sur un consensus populaire. Et justement, ça manque. Alors, quelles leçons tirer de cette tentative de coup d'État déjouée aux portes du Cameroun, en quelques mots? En quelques mots, si l'on s'en tient aux déclarations du président de Guinée équatoriale, il faut condamner cette tentative de déstabilisation des institutions d'un pays souverain. Et en plus, vous savez, on est dans une mondialisation et les grands pays occidentaux sont à la recherche d'expansion de leur pouvoir économique. Et l'Afrique, avec ses ressources minières, comme vient de le dire le conseiller juridique, Maître Sapi, est le terreau même de cette convoitise, avec des gisements, des ressources naturelles que nous avons et qui sont encore inexplorées. Donc je crois que les Camerounais, on ne devrait pas s'attendre à arriver dans une telle situation. Et je voudrais terminer en disant que la décentralisation est une forme d'État qui peut permettre de résoudre nos solutions, nos problèmes latents et nos crises latentes. Merci Barthélémy Komtwente. Je précise que vous êtes expert en décentralisation et spécialiste des questions de bonne gouvernance. À vos côtés, Maître Lavoisier Sapi, avocat, cadre politique du SDF. Également présent sur ce plateau, Alex Gustave Azébazé, directeur de publication du journal Le Messager. Michel Pecoy, directeur de publication du journal régional Ouest Écho. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition de Droit de réponse. Merci d'avoir suivi. Merci également de rester sur Equinox Télévision.